Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver ce soir pour le rendez-vous incontournable de la jeunesse jument engagée, RJM Radio Jeunesse Marseille. Le talk show d'opinion et de débat parfois musclé où nos chroniqueurs défendent leurs idées, leurs points de vue, leurs positions toujours diverses et variées. Au menu de notre émission, c'est de l'actu, des débats, des coups de gueule, des infos, mais surtout des chroniques choisies et préparées par nos chroniqueurs maintenant aguerris. Des micros toujours plus nombreux autour de cette table extensible pour accueillir la parole des jeunes qui traitent les sujets qui nous concernent. Le média de la liberté d'expression pour la jeunesse militante et engagée, fédéré par le Fonds social juif unifié, le FSJU. Bonsoir à tous, je suis Benjamin Sidbon, coordinateur pour le Fonds social juif unifié, et ce soir, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Les amis, très heureux de vous retrouver ce soir avec des nouvelles têtes autour de cette table. Alors vous ne nous voyez pas, chers auditeurs, ce soir, parce que malheureusement, Big Brother a encore frappé et la radio a subi un virus virulent qui a, je dirais, écrasé absolument toutes les datas de la radio, sauf les émissions Radio Jeunesse Marseille. Je vous le dis en avant-première, on n'a rien perdu de nos émissions. Tout fonctionne, tout est au top. Et vous nous retrouverez bien évidemment dimanche à 17h en live sur cette radio exceptionnelle et sur Spotify et YouTube bien évidemment. Au menu de notre émission de ce soir, une minute nouvelle dans cette émission. Minute Qui suis-je by Jonas. Ce soir, une nouvelle minute proposée par Jonas, écrite par Jonas. On ne sait pas tout ce qui se passe dans cette tête, mais il y a plein de créations. Un débat, le débat qui déchaînera toutes les passions. Sommes-nous en sécurité aujourd'hui en France ? C'est bien, parce que certains chroniqueurs ne découvrent pas le sujet en même temps que moi. Une minute santé, proposée par notre ami Ruben sur la dyspraxie. Une minute coup de cœur, proposée par Noah à la recherche de Jeanne. Une minute food, qui quand même est très axée sur la religion. Eva, le croissant juif. Une minute e-sport, classique, toujours proposé par Nathan. Et enfin, une minute promo, si on a des trucs à dire. Sinon, on terminera l'émission sur ça. Les amis, peut-être commençons par les chroniqueurs autour de cette table. Et on peut ne pas être galant ce soir, puisqu'on a un nouveau. Cher ami, bonsoir. Qui es-tu ? Alors bonsoir, moi c'est Jordan. Je suis étudiant en journalisme, j'ai 23 ans. Et je suis en 3e année d'école de journalisme. Qu'est-ce que tu fais à Marseille, toi ? T'es pas un Marseillais, toi ? Non, alors non, je suis natif de Grenoble. Ouais. Mais ma ville, on va dire, de cœur, c'est Marseille. Et tu es un journaliste qui prend toujours des infos à prendre avec des pincettes ou t'es un vrai journaliste ? Écoute, pour l'instant, c'est le début, donc on verra si... Merci, quand on est au début, on prend avec des pincettes. Non, mais on croise les doigts quand même qu'il y a un peu plus de professionnalisme. Ah, super. C'est bien de parler de ça pour les... Non, on vient de la même école quand même. Allez, très bien. Chère Eva, bonsoir. Bah, parce que t'es une femme et bonsoir. On reste galant quand même. Oui. Bonsoir, qui es-tu ? Je suis Eva, j'ai 24 ans, je suis chargée de com en alternance dans une école de communication en 3e année. Très bien, parfait. Eden, bonsoir. Eden. Oui, double diplômée, allez, au chômage en ce moment. Pardon. Oui, bon, bref, voilà, t'as tout dit. Et présidente de l'UEJF. Marseille. Super, génial. C'est la pire présentation, et mais... secrétaire général et trésorier de la section Florida. Ça présage vraiment rien de bon pour l'émission de ce soir. Merci beaucoup, enlevez-lui le micro. Noah, bonsoir. C'est super méchant avec Eden. Bonsoir. Noah Stora, toujours photographe en devenir. Ouais. Ancienne responsable des EI de Marseille avec Jonas et voilà quoi. Super, génial. Jonas, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Jonas. Aussi comme nous, ancien responsable des EI de Marseille. Ouais. Et je suis toujours comptable. Voilà. C'est bien, c'est propre, c'est précis, bravo. Nathan, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Nathan Sperling, j'ai 25 ans. Je suis en études de journalisme. Oui. Je suis en service civique au FSJU et donc journaliste à Radio JM grâce à ça. Mais je suis aussi correspondant à la Provence. Génial, merci. Ruben, bonsoir. Bonsoir. Je me présente, Ruben Garcia, en 4e année de dentaire, trésorier à l'UEJF Marseille et en VSC au Fonds social. Voilà. Et je ne suis pas dyspraxique. C'est exactement la question que je voulais te poser juste après. Pourquoi tu as fait ta minute sur la dyspraxie ? Parce qu'on a une personne à cette table, dont je ne citerai pas le nom, oui. qui
qui possède justement cette dyspraxie. Très Et bien. je pense qu'elle saura bien mieux en parler que moi. Donc moi, je m'occuperai de faire une minute La santé. minute santé, c'est la sur tienne. l'ortho, Déjà, on a kératologie. assez d'escroqueries dans ce VSC tout au long de la semaine. On va quand même se focaliser sur ta minute et on l'écoutera avec, je pense, religiosité et passion, bien évidemment. Attention, bien sûr, évidemment. Tout à fait. Allez les amis, je vous propose qu'on passe tout de suite à la minute. Qui suis-je ? La minute, qui suis-je ? Nouvelle minute dans cette émission. Minute qui suis-je ? Jonas, nous t'écoutons. Alors, j'ai pensé à une petite minute qui pouvait être sympa, un petit jeu qu'on va faire tous ensemble, qui s'appelle Qui suis-je ? Donc le principe est simple, vous allez devoir deviner à qui ou à quoi je fais référence. Donc on commence par avec le premier. Trichez pas ceux qui sont à côté de moi. Alors je suis le plus jeune d'une grande assemblée, je suis bien payé pour ne pas faire grand chose. Mais est-ce que j'ai fini ? Non, mais là, pour le coup, c'est facile. Celle-là, elle était bonne, celle-là. C'est vrai qu'elle a été facile, mais je la finis quand même. J'étais dealer. C'est fait chier à l'écrire quand même, Ouais. laissez-le finir. J'ai été dealer fut un temps. Je suis contre la police, sauf quand elle me protège spécialement. Je représente les Français. Qui suis-je ? Mais non, Louis Boyard, bien joué. Bravo. Franchement, Excusez-moi, celle-là, on est dans votre salon ? Tu as dit, je ne fais rien. Tout de suite, on a trouvé. Ouais, c'est. Ok, la prochaine. Alors, je ne sais plus sur quel pied danser. Un jour blanc, un jour noir, je jongle en même temps entre vérité et clientélisme. Il va nous faire travailler encore plus. Qui suis-je ? Le président Ouais. de la République française. C'était très dur la première fois, c'est tout on a compris. Non, en vrai, elles sont toutes faciles. C'est un peu le but. Parce que je connais votre niveau. Oh là, oh. Je suis d'accord. Ok. Ensuite, je représente tous les citoyens du monde. Je Jean-Luc suis- Mélenchon. Non, oh, mais laissez-moi finir. Laissez-le finir, c'est pas le juste Mais non, c'est prix. moi qui interroge. Ah, Je suis une organisation internationale impartiale. Je viens en aide à toute personne sans distinction. Je fais tout pour sauver et venir en aide aux personnes en détresse, sauf les juifs. Je suis Amnesty International. La Non. Croix-Rouge. la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, bravo. Bravo. En fait, Si t'as Vous pas de parlez. micro, tu parles pas. ensuite, alors je suis le pion du grand chef qui m'envoie dégainer les 49.3 aussi souvent que les tweets du J. Je suis une grande vapoteuse et je me marre devant un jeune enfant qui raconte son harcèlement scolaire. Qui suis-je ? C'est Elisabeth Borne. Très bien. Bravo. Ouais, j'en ai encore quelques-uns. Je suis le danger majeur de ce pays. Je suis l'opposant et l'ennemi le plus important de Mélenchon. Je défends la France et les Français. Je me répète souvent. On me sort tel un joker lorsque je suis contre la France insoumise. Mes mots préférés sont immigration, arabe et le Z. Je suis Marine Le Pen. Non. Jordan Mandela. Non. Stanislas Rigaud. Là, c'est pas une personne. Bah, c'est l'extrême droite. Oui. Ou l'ultra droite si vous préférez. Bravo. Alors lui, il va falloir être très On facile. va faire 55 minutes de qui suis-je. Non, allez, j'accélère. Je suis porté disparu depuis 2 mois, personne n'a de nouvelles de moi. J'ai fait croire à ma conversion pour faire le buzz. Je fais passer les blonds pour les personnes les plus parfaites. Je suis. Bravo. Bravo. Ah, pas mal. Bon, lui. Ça là, elle était hyper simple du moment qu'on a dit disparu depuis Non, 2 mais mois, ils sont on a tous dit- très faciles. Mais j'ai presque fini. Alors, je suis le gourou le plus influent du moment. Clientélisme, résistance, FPLP, Hamas sont mes boussoles. Je ne m'exprime que par des tweets. Je pose des cibles dans le dos des juifs, journalistes et mes opposants politiques. Je qualifie d'extrême droite toute personne qui oserait émettre un avis contraire au mien. Je prends des pincettes avec les infos israéliennes, mais relaie les infos du Hamas. Invite des terroristes, glorifie Corbyn, déteste la police, encourage les émeutes, remet en cause l'attentat à Toulouse. Bref, la liste est très longue. La République, c'est moi. Qui suis-je ? Jean-Luc Mélenchon. Excusez-moi, c'est une minute coup de gueule là ou un qui suis-je Mélenchon? Non, elle, un peu. Si vous avez suivi l'actualité, vous pouvez trouver. J'ai osé tenir tête à un député. Pour avoir fait mon travail de journaliste, je suis calomnié. Mélenchon et sa clique m'ont posé une cible dans le dos avec des propos frôlant l'antisémitisme. Dans leur rang, on m'envie d'avoir une protection policière, malheureusement. Qui suis-je ? Krief. Bien joué. Rutel Rutel Krief. Bravo. Ah ouais. Mais là, c'était. Il en reste 3. Je fais rapide. Oui. Alors, j'ai accueilli il y a peu un événement mondial. Les femmes et les travailleurs étrangers y sont bien traités. Premier pays en termes de combat écologique. Excellent négociateur. Je finance la résistance pour la paix. C'est Je le suis- Qatar. Bravo. Ouais. Allez, encore 2. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis le sauveur, le messie. Mon combat, renommer toutes les femmes Corinne. Mon rêve, une France aux Français. Mon objectif, connaître le plus de situations possible. Je suis en même temps le pire cauchemar de Mélenchon et une très bonne boulangerie. Qui suis-je ? Zemmour. Bravo. Le Z. Eh oui. Allez, le petit, T'es fort, en vrai. le petit dernier en bonus. Alors, je suis le Cyril Hanouna de Radio JM.
J'ai un emploi fictif au FSJU. Je prends des services civiques pour faire mon travail. Non, allez, pour de vrai. Je réalise un travail formidable au service de la communauté. Je ne compte pas mes heures et je donne des subventions, sauf au déj. Qui suis-je? Benjamin, c'est bon. Je crois que tu veux me mettre dans la merde là. Moi, j'ai pas reconnu de qui tu parlais. Hein. Bravo pour 7 minutes. Bravo. Ouais, J'adore, on est vraiment. obligé, minute qui suis-je toutes les semaines. Ça y est, elle est instaurée, comme la minute coup de cœur. Vraiment. Voilà, toutes les semaines. Les amis, je vous propose, parce qu'on a pris un peu de retard, qu'on passe immédiatement au débat. Le débat. Sommes-nous en sécurité en France? Voilà le sujet qu'on a décidé de prendre ce soir et surtout de débattre. Pourquoi? Parce qu'on prend toujours un sujet d'actualité. Actualité. À la suite de l'attaque qui a eu lieu à Paris ce week-end, un homme déjà condamné à 4 ans de prison a tué de sang-froid un homme au couteau et en a blessé 2 à coups de marteau. 2 mois en arrière également, Dominique Bernard, professeur, a été assassiné au sein de l'établissement dans lequel il enseignait. Près de 3 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, professeur également, et décapité. Dans des lieux publics comme en milieu scolaire, ces 3 attaques ont eu en commun une cause, le terrorisme défendu au nom de l'islam radical. Au total, près de 280 victimes depuis 2012. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, un bilan sécuritaire catastrophique, les faits d'insécurité étaient clairement en hausse entre 2021 et 2022 en France. En première ligne de cette augmentation, on retrouve les homicides, des coups et blessures volontaires sur personne, des violences sexuelles, etc. On a à peu près, en moyenne, 8% d'augmentation. Au regard de ces données, il semblerait que la réponse est claire. Nous sommes de moins en moins en sécurité en France. Ce que révèle aussi ce sondage, le sondage ELAB réalisé il y a moins d'une semaine, 78% des Français pensent que la situation en matière de sécurité des personnes et des biens s'est dégradée les dernières années. En décembre 2022, 67% se déclaraient inquiets pour leur sécurité. Pourtant, le service de sécurité intérieure réalise un réel travail pour assurer la sécurité de la France, comme en discutait Gérald Darmanin hier sur le micro d'Apolline de Malherbe. À cet égard, 109 attentats ont été déjoués en 2022. Donc, finalement, est-ce un trou dans la raquette? Effectivement, on est plutôt bien protégé en France. Ou est-ce que, finalement, en France, on a quand même des petits propos sécuritaires de dangerosité, sachant qu'en plus, je voudrais rajouter quand même un propos assez important, la France est le pays avec les taux de criminalité les plus hauts d'Europe. Le pays, tout à fait. Chers amis, je vous pose la première question. Est-ce que vous vous sentez, vous, personnellement, en sécurité en France? Ne vous battez pas. moi, je vais dire la vérité. Hein. Dis la vérité. Franchement, moi, ça va. Hein. Ouais, toi, ça va? Non, mais c'est vrai. Oh, mais t'es un homme. Alhamdoulilah, vraiment. Non, mais Déjà, on part sur les femmes. Ça commence vite. Oui, non, mais il dit ça. Mais oui, mais t'es un homme. Je veux dire là, quand t'es sorti Alors, de Casté pour venir ici, tu t'es pas dit il y a des gens bizarres qui me regardent. alors non, justement, je vais étayer mon propos. C'est que Tu te sens en sécurité en tant que quoi? C'est quoi Alors, voilà, les c'est ça. critères Nathan C'est ça. Sperling? c'est que en tant que étudiant en journalisme français, Ouais, j'ai rien à craindre. ok. En tant que attends, Mhm. en tant que étudiant en journalisme français et juif, là Ouais. j'ai un petit problème. Ah. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, ma place de juif en France, elle n'est pas non plus ultra sécure, dans le sens où, avec tout ce qui se passe à l'international, on va notamment au Proche-Orient, on prend beaucoup, nous, dans la tête, les juifs, par certaines communautés, mais aussi par les Français. Mhm. Et je pense que, notamment, la montée des extrêmes en France ne me fait pas du bien en tant que Français juif. D'accord. Donc là, on revient sur les propos d'antisémitisme dont on discutait les fois précédentes. Mais là, je vous pose la question beaucoup plus globalement. Est-ce que en tant que Français, et alors là, je te non. pose peut-être la question, toi Eva, en tant que Française, est-ce que effectivement tu te trouves en sécurité en France? Moi, je peux pas dissocier mon genre, ma religion et ma nationalité. Je peux Mhm. pas les dissocier puisque je représente les trois en une même personne. Donc, quand je sors dans la rue, je suis pas que française. Je suis française, juive et en plus, je suis une femme. Ouais. Mais bon, c'est Donc, pas écrit sur ton front quand même que t'es juive. Bah, que je suis une femme, oui. Oui. Non, mais Les que t'es femmes, juive. là, il y a pas de problème. Mais que t'es juive.
Que je suis juive, si je cache mes signes ostentatoires, oui, on le voit pas. Donc, est-ce que là, Mais- quand tu te caches, parce que c'est ce que tu fais normalement, non parce que tu as un peu peur en tant Oui, que oui. juive en France, c'est ce que Oui. tu vas me dire à la fin de ce débat. Oui. Donc, est-ce que quand tu caches ces choses-là, est-ce que là, tu es en sécurité en France? En fait, quoi qu'il, et je vais faire ma relou, mais quoi qu'il. Quoi c'est ce qu'il, que- mot c'est- français du Larousse 2012. Quoi qu'il, ce que tu m'as dit tout à l'heure, j'ai pas le physique d'une fille qui peut se balader dans la rue en se faisant passer pour une Judith, tu vois, une fille genre qui s'appelle Émilie et voilà, qui peut passer dans la rue comme une Française. Ok. Moi, j'ai le physique d'une rebeu, quoi. Donc dans tous les cas, je peux pas être tranquille. Donc, toi, tu te fais emmerder constamment, c'est ça? Moi, c'est au moins une fois par jour. Ah, Oui, une fois par jour? au moins, Ah oui, oui. ok. Et quand je suis C'est avec un Noah en sondage voiture, Elab ça va, tout. Ouais. Quand je suis avec Noah en voiture, ça va, mais quand je suis dans le métro, il n'y a pas une fois Ouais. dans la rue où je me fais pas emmerder. Mais comme quoi? Tu peux, si tu veux Comme raconter. quoi, bah rien, c'est des gens bizarres qui s'assoient à côté de moi qui me parlent Ah, et ok, qui me ok. demandent ce que. Enfin, tu sais, des trucs un peu Ouais, ok, lourds. ok. Des gens qui se. C'est horrible de dire comme ça, mais des gens qui se touchent sur nous dans le métro. Ok. Quoi? Ça m'est arrivé des milliards de fois, ça. Mais non. Et Et dont une fois où on Dont était une fois, ensemble. On était ensemble. Donc. Super. Ouais. Non, non, mais Ça m'est c'est arrivé bon. 3 fois dans ma vie, genre. sans- Ouais. Ok. Donc, moi, je peux pas dissocier ma. Attends, parce que ma là, les nationalité. propos sont quand même choquants. Oui, mais c'est le quotidien des femmes. Mais est-ce que tu as vu quand même une évolution ou est-ce que c'est toujours la même Ah, chose? c'est de C'est pire en toujours pire, non? pareil, je suis C'est de pire désolée. en pire. Ah ouais, c'est de pire en pire. C'est Non. de pire en Ah pire. ouais, ouais. Et un peu, enfin, peut-être moins à mon échelle, un peu moins parce que je me balade un peu moins en transport. Mhm. Mais je sais que pour les personnes qui marchent dans la rue, qui se baladent en transport, c'est une calamité. En Toi, vrai, tu- transport t'es ou. d'accord avec ça, non? Pardon, transport. Transport ou pas transport. Pourquoi j'arrive Toujours pas à transport. un truc de ouf. Transport ou pas transport, pour moi, ça change strictement rien parce que dès qu'on marche dans la rue, vraiment, genre sur tous les 500 mètres, il se passe un truc, quoi. On est, en tant que femme, je trouve qu'on n'est jamais tranquille dans tous les cas. Ça va être un regard malveillant, ça va être une remarque, ça va être... Enfin, je sais pas, ça peut être tellement de choses. Tu marches, tu te fais klaxonner alors que t'as rien demandé, tu sursautes. Enfin, J'étais avec Noah une fois, c'est klaxonné. c'est vrai. Ah ouais? Je me souviens Oui. pas, tu vois. Tu vois, c'est Parce qu'elle a fait une queue de poisson à quelqu'un. Non, Il est non, vu non, on conduire. marche dans Non, la mais rue. justement, Ah. voilà, ça nous arrive tellement que. Moi, il y a un truc sur lequel. Enfin, j'en avais Peut-être c'est parlé moi qui avec. me suis klaxonné, je sais pas. Ça m'étonnerait pas, t'es beau. Non, mais par exemple, moi, je sais que quand j'étais en école, dans l'école où j'étais, j'ai eu carrément des réflexions de professeurs. Et j'en ai parlé à De quoi, d'autres des professeurs. Ouais. Déplacés Je me suis fait draguer carrément par un professeur qui avait genre 50 ans. Je parle de ça, c'était il y a 2 ans, hein, donc j'avais 22 ans. Et des trucs hyper bizarres, quoi. Elle me parlait de ma bouche, enfin c'est très déplacé. Et j'en ai parlé à d'autres professeurs. Et en fait, quand je leur en ai parlé, j'ai rigolé. Et ils me disaient, mais pourquoi tu rigoles? C'est très grave. Et je disais, mais en fait, ça nous arrive tellement tout le temps que du coup, ça devient normal. Enfin, on normalise la chose, quoi. Donc toi, tu partages aussi ce qu'elle a dit. Pour toi, l'évolution, c'est juste que c'est de pire en pire en France. C'est de pire en pire. Et de toute façon, je trouve que là-dessus, la justice ne fait pas grand-chose. Enfin, ça arrive à énormément de femmes, moi y compris, d'aller... Et tu portes plainte? Bah ouais, d'aller porter plainte pour des agressions, des machins. Franchement, Toi, t'es j'ai déjà jamais allé porter plainte? Ouais, j'ai jamais une plainte qui est remontée. Hein. Sur combien de plaintes déposées? 3-4, je crois. Ah ouais, quand même. Putain, ok. 3 ou 4, je sais plus. Et si on en revient au débat, Oui. là je dis. C'était toujours le débat. Oui, Oui, merci. non, mais... non, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, si on se sent en sécurité, enfin pas en sécurité en France en tant que Français, même pour les hommes, je veux dire, les hommes en soi aussi sont visés par des hommes. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas Bah, que les femmes qui sont visées par Nathan, des il hommes. s'est jamais fait klaxonner, par exemple. Bah, d'accord, dans ce sens-là, non. Peut-être dans ce sens-là, non, tu vois. Ouais. Mais je pense que, bon, Nathan se sent peut-être pas en sécurité, mais il y a moyen que tu te fasses taper, tu vois, par des gens dehors pour rien. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Non, voilà, alors c'est ce que je disais, c'est que actuellement comme ça, bon après il y a aussi un passé, c'est que je suis revenu d'Israël depuis 3 ans maintenant, et j'ai du mal aussi maintenant à voir de plus en plus le danger, parce que j'ai un recul qui, pour moi le danger aujourd'hui, c'est pas de se faire agresser, aujourd'hui pour moi le danger c'est de se faire tuer aussi. Donc il y a ce truc là de se faire agresser certes, mais pour moi aujourd'hui j'ai banalisé l'agression, on en est venu là, hein. D'accord, c'est pour moi à ce niveau-là, c'est pour ça que je suis d'accord sur le fait que ça empire aujourd'hui en France, c'est qu'aujourd'hui se faire agresser c'est devenu banal. Oui, mais maintenant, Et c'est là où c'est grave. En France, tu te fais tuer aussi. Enfin, le petit gamin. Oui, là, Thomas, oui. Tu vois, il se faisait. Oui, non, mais là c'est organisé, tu vois. Mais je veux dire, encore une fois, c'est vrai qu'une bagarre de rue peut très vite déraper. Et c'est pour ça que je me dis que actuellement, je me sens pas en danger. Parce que j'ai aussi on va pas se mentir, je suis bien portant. Donc, on va dire, il y a pas beaucoup de gens qui veulent aller m'emmerder. Et il y a aussi le fait que
pour moi, si je me fais agresser, même verbalement, pour moi, je ressens pas ça comme une agression, mais plus comme un reproche, quelqu'un qui est trop bourré ou quelqu'un qui a juste envie de se défouler et je passe au-dessus, quoi. Oui, mais ça excuse pas. Hein. Non, évidemment, mais je vis ça autrement, quoi. Après, je pense que ce que dit Eva, c'est que en France, il y a quand même un climat d'insécurité, je pense, qui est général. Après, aussi, je sais pas si c'est plus particulièrement Marseille, mais moi, c'est mon point de vue. En fait, il peut t'arriver n'importe quoi à n'importe quel moment. Il y a 2 mois de ça, nous, on a assisté au règlement de compte Place aux Huiles et on a vu le mec tirer sur un mec, tu vois. Donc, on a couru parce qu'on s'est dit, en fait, on peut se faire tirer dessus alors que nous, on boit juste un verre. Et on n'a rien fait, et c'est pas une question d'être femme ou homme. Et l'insécurité, elle est générale. Il y a trop de facteurs en France qui font qu'on n'est pas, en tant que Français, en sécurité, je trouve. Oui, mais pour ce que tu dis, tu as dit Marseille, mais moi je pense pas que c'est comme Marseille, je pense toute la France. On regarde Crépol, petit village de 500 personnes. Voilà. C'est pas que Marseille. Après, moi, j'ai vécu à Lyon, qui est une ville de fous, je suis désolée de le dire. Il y a pire quand même, il y a Grenoble. Confirme. Et pourtant, je me suis jamais sentie autant je me suis plus sentie en insécurité à Marseille qu'à Lyon. En ayant vécu, si tu veux, dans 2 villes différentes de France sur du long terme, après, c'est ma vision. Et je dis pas que c'est la France de manière générale, mais je me sentais plus en sécurité à Lyon qu'à Marseille, même si c'était pas trop. J'aimerais qu'on balaye quand même les catégories, parce que est-ce que vous trouvez, parce que là on a parlé des attentats, 2 attentats en moins de 3 ans qui se sont passés dans des écoles. Est-ce que vous, en tant qu'étudiant, parce qu'il y en a certains qui sont encore étudiants, vous vous sentez en tant qu'étudiant en sécurité dans les grandes écoles, dans les universités, dans les facs, etc. Oui. Moi, personnellement, j'étais à la faculté de droit à Aix. Après, c'est mon cas personnel. Mais je me sens pas en sécurité dans ma faculté, pardon. Que ce soit en tant que femme ou même en tant que juive. Ouais. J'ai jamais eu aucun problème. Donc, j'espère que c'est le cas pour tout le monde. Et toi, en tant que présidente de l'UJF, tu as eu des remontées, tu as eu des gens qui sont venus te voir pour... je sais pas moi, des actes, des propos mal placés. Si. Oui, ça oui. Ça oui, mais j'ai eu quelques cas personnels, mais pas. Enfin, j'en ai eu 2. J'ai eu 2 cas. J'ai eu 2 cas personnels et après c'était plus des actes, on va dire, qui sont des actes qui sont plus collectifs. Enfin, pas des actes collectifs, mais dans le sens des gens qui vont plus inciter à la haine devant les facultés, etc. Mais je pense que ça dépend où on est. Bien sûr, Saint-Charles, c'est pas l'endroit du bonheur, quoi. Par contre, à Aix, c'est un peu plus civilisé, même si il y a eu quelques débordements, mais. Après, niveau étudiant, de ce que j'ai vu, la I24, ils ont fait un reportage, je sais plus si c'était hier avant-hier, sur les étudiants juifs en France. Je pense que Marseille et Aix, on est assez bien. On est plutôt bien placé. Je parle des étudiants après juifs. Alors que Paris, il y a des trucs tout le temps. Je pense que vous avez tous vu les témoignages. Ils ont peur d'aller. Il y en a, ils sont en dépression. Ils prennent les cours de loin. Ils y vont plus. Pareil à Toulouse, je crois aussi. Ce qui était dans le reportage. Vous oubliez sûrement que cette année, quand même, il y a une fac qui a été fermée à Marseille parce qu'il y avait un point de deal devant. Ah oui, c'est vrai. Non, mais là, moi, je te parle en tant que juif. Après, oui, sécuritaire, c'est de partout. Plus personne n'est, je trouve, moi en tout cas de mon avis, mais il y a plus beaucoup de monde, qu'on soit homme, femme, jeune, moins jeune, étudiant ou pas étudiant. Il y a un climat d'insécurité global en France. Il y a juste à voir en fait, par exemple, l'attentat qu'il y a eu à Paris, c'est un touriste allemand. Il y a quelques années, il y a eu un prêtre qui a été décapité. Là, après, c'est un professeur. Ou alors, c'est un petit jeune. Enfin, on est tous... c'est tous les profils. C'est tous les profils, en fait, sont les cibles, entre guillemets, d'agression. Et pour revenir, par exemple, sur le climat d'insécurité, par exemple, que vivent les femmes, quand je vois le nombre d'articles qui dit du sursis pour tentative de viol, agression sexuelle, etc. La justice ne fait rien pour que ces agressions diminuent parce qu'en fait, les peines... faut pas non plus rentrer à outrance et dire 10 ans de prison, mais il faut quand même des peines qui soient marquantes, arrêter avec du sursis qui ne sert à rien parce qu'ils sont encore en liberté. La justice n'est pas assez ferme. La justice n'est absolument pas assez ferme. Pour rebondir sur ce que dit Jordan, en fait, là, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a l'insécurité, qu'on soit juif, femme, homme, il y a une insécurité pour tout le monde.
Ok, une fois qu'on a fait le constat, c'est bon. Mais en fait, on fait quoi ? Je pense qu'il y a des trucs à faire au niveau justice, comme Jordan. Je pense qu'il y a aussi un problème qui a réglé aussi en amont, parce que la justice, c'est pour une fois qu'il y a eu l'acte qui est passé, ou une fois qu'il y a eu l'agression, une fois qu'il y a eu l'attentat. Mais qu'est-ce qu'on fait avant ? C'est quoi le problème ? En fait, il faudrait qu'on arrive à poser des mots sur c'est quoi le problème, c'est qui le problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer ça ? Parce que Le Z, il a déjà posé la question. Non, mais parce qu'en soi, à chaque fois qu'il y a des questions au truc là, gouvernement, là, le mardi, ils disent oui, je crois qu'il y a 2 semaines une question, oui, l'antisémitisme, il y a eu ça, ça et ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Et Darmanin répond à chaque fois, on a mis des militaires et des policiers devant les synagogues. Ça fait 20 ans qu'il y a ça. Enfin, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours vu un militaire ou un policier devant ma synagogue ou devant mon école. C'est pas une solution. Il a quand même fait évoluer la loi sur l'antisémitisme. Comme Darmanin. Il a fait en sorte que les actes antisémites puissent passer sur de la répression, alors qu'avant, par exemple, tout ce qui était harcèlement sur oui, mais est-ce que ça marche ? etc., est-ce que c'est assez fort ? pas dans la loi. Oui, mais est-ce que c'est assez fort ? Ça marche pas, on voit bien que ça marche pas. Il faut régler le problème en amont et pas après. Ah bah moi, tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, dans la mesure où c'est... En fait, pour moi, il faut plutôt régler... Enfin, si tu veux, l'amont se fait parce que tu as de la répression. Parce qu'il y a de la répression, je suis d'accord. Qui a de la répression. Mais il faut aussi de l'éducation. Oui, il faut une éducation, mais en France, c'est pire ensemble. Mais elle est trop laxiste, la justice, dans tous les cas. Le problème d'éducation, il est historique. Ça fait des années que l'éducation... qu'il y a une... Tu peux pas refaire l'éducation de... à part si tu mets en place une dictature, tu peux pas refaire l'éducation de tous les Français. C'est impossible, faut dire ce qui est. Mais c'est pour ça qu'il faut une justice qui soit plus ferme, en fait. Mais et en attendant que l'éducation... qu'il y ait un sursaut des parents qui éduquent à nouveau leurs gosses. Mais ça se fait pas. Enfin, ça se fait pas. Vraiment, à part une dictature, tu peux rêver en France. Oui, donc c'est pour ça il faut augmenter cette répression de la justice, quoi. Pour rebondir juste sur le sujet de la justice, et après je finis. J'ai discuté avec une avocate qui est au barreau de Marseille depuis 33 ans et qui m'a dit que la justice aujourd'hui, les gens n'y croient plus. Que les auxiliaires de justice, eux, en peinent du coup le coup parce que les auxiliaires, c'est genre tous les avocats, etc. Ils en peinent parce que, en fait, comme la justice ne fait plus assez son travail, ça c'est des mots d'avocate, comme la justice ne fait plus assez son travail et que il y a un véritable consensus autour de la justice qui fait que aujourd'hui les Français ne veulent plus passer par la justice, ils veulent plutôt passer par des règlements de compte personnels. Ils emmènent en justice ceux qui veulent ou gagner ou se tirer de l'argent ou alors juste aller se battre en justice. Sauf que se battre en justice, c'est très long au point de vue de la loi française et donc en fait il y a de moins en moins d'efficacité de la justice parce que justement les juges enchaînent les énormités de très longues... Alors moi j'ai envie de vous poser une question, un peu une question que pourrait poser l'imam de Paris. Est-ce qu'on a eu une augmentation de ce nombre d'agressions, des violences, etc. depuis qu'en fait on a libéré la parole, notamment sur les réseaux, qu'on a engagé finalement les gens à aller porter plainte, etc. Est-ce que finalement c'est que des chiffres qu'on a gonflés, mais qui finalement existaient avant, mais les gens n'allaient pas porter plainte ? Ou est-ce que finalement il y a vraie augmentation année par année de ces agressions-là ? Bien sûr que ça augmente. Parce tout le monde le dit. Même il y a des études qui le disent que de moins en moins de gens vont porter plainte et pourtant les chiffres augmentent. Là, tu trouves que les gens vont de moins en moins porter plainte ? Bah oui. Regarde, Noah t'a dit, elle t'a porté plainte 3 ou 4 fois. Ouais, voilà. En fait, je vais porter plainte et j'ai devant moi des flics qui se foutent de ma gueule, clairement, et qui remettent en question mes paroles. Alors, je peux comprendre que la justice doit faire machin. Le fait est qu'on remet en question mes paroles et que je sors d'un commissariat avec juste un vieux papier où j'ai déposé plainte et aucune suite derrière. Oui, ou même donc parfois moi ils te après disent... Pardon. Vas-y. Non mais c'est que moi après je me dis mais en fait demain je me refais agresser par un vieux mec dans la rue mais jamais de ma vie je vais aller porter plainte, ça ne sert à rien. Donc toi t'es découragé. Mais oui. Je me dis mais en fait on fait pas de cas, on fait pas cas de mon problème, qu'est-ce que tu veux que même je parfois fasse ? tu as la police qui te dit ça sert à rien de porter plainte, il se passera rien derrière. C'est ça en fait, il y a deux problèmes en fait quand par exemple quelqu'un va porter plainte, soit ils disent porter plainte, ok, mais ça va servir à rien, ou alors ils y croient pas. On peut se dire que c'est parce que la justice se retravaille, etc. Mais je vais reprendre l'exemple d'une amie à moi qui s'est fait agresser verbalement pendant une soirée à Cage. D'un point de vue interne, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup moins de cas. Donc d'un point de vue interne dans une école,
il n'y a aucune suite. Il n'y a rien. Il n'y a rien, elle a aucune nouvelle. C'est-à-dire qu'on doit nous faire jouer les contacts, même pas les contacts de l'école, on doit faire jouer nos contacts autour pour essayer de mettre une pression sur l'école. Et ça, je trouve ça quand même très grave parce que c'est interne. Parce qu'ils essayent d'étouffer l'affaire. Exactement. Ah oui, ils veulent ça pas c'est mort montrer par nos contre. images de leur école. Ouais, mais voilà, mais ça Évidemment. c'est mort en fait. Alors, je voudrais vous poser une question complètement, là pour le coup, différente de notre débat succinctement posé. En fait, là, on va avoir quand même un événement majeur en France. On va accueillir les JO en 2024. On en est même à discuter en ce moment si la cérémonie d'ouverture, on la tient pas, pour des problèmes de sécurité. Parce qu'on n'est peut-être pas capable de gérer la sécurité, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de cet événement, sachant qu'on va avoir un afflux de centaines de milliers de personnes en France, millions, et finalement, aujourd'hui, on n'arrive pas à gérer finalement toutes les menaces dans nos rues. Est-ce que on arrivera à le faire, sachant que même là, j'ai lu ce matin que je crois que c'est le délégué de la police de Paris qui disait ce matin que ce sera la ville la plus sécuritaire du monde le jour du lancement des JO. Moi, ça me choque que du coup, on ait à se poser la question de... Enfin, alors moi, personnellement, les JO, ça me fait pas vibrer, mais je trouve ça fou qu'on se retrouve à se poser la question de est-ce qu'on annule ou pas tel ou tel événement parce qu'on part du principe que de toute façon on va pas gérer la sécurité. Mais faites en sorte de gérer la sécurité, je comprends pas, c'est leur travail à ces gens, pourquoi ils font pas en sorte de la gérer? Moi c'est ça qui me rend ouf. Je suis en France et donc on peut pas, en fait on me dit il faut que tu annules tel événement parce que on pourra pas s'occuper de ta sécurité, c'est hyper grave. Pardon, je suis énervée. Après il faut pas oublier que, enfin moi je crois avoir lu que la sécurité pour les JO va être occupée à prendre avec des pincettes, exactement. Une partie de la sécurité va être réalisée par des entreprises privées. C'est-à-dire que c'est même pas... Comment ? Voilà, il y a les deux. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas l'effectif nécessaire. L'État, les militaires, les policiers, les gendarmes, etc., ils n'ont pas l'effectif nécessaire pour sécuriser les événements. Du coup, ils font appel à des entreprises privées. Donc on sait très bien qu'il n'y aura pas assez de sécurité. Donc, non, pourtant, la Coupe du Monde de rugby s'est bien passée, la Coupe du Monde de foot en 2018. C'est pas la même chose avec le climat qu'il y a actuellement. En 2018, c'est pas du tout la même chose. C'était pas... C'est pas les mêmes chiffres. On va parler Vous vous souvenez quand même de l'Euro ici qui s'est passé à Marseille avec les heurts qui se sont passés entre les Polonais, les Russes, les Ukrainiens. Enfin, sur le Vieux-Port, ça tapait fort. Hein. Et c'était des supporters. Là, on pourrait parler d'actes individuels ou d'actes terroristes qui pourraient être que la cible, ça pourrait être n'importe quelle personne que le terroriste ou que l'agresseur va croiser sur son chemin. C'est ça. C'est là, bon, vous avez parlé de l'Euro, de la Coupe du Monde de rugby, c'est cool. Les JO, c'est pas ça du tout. Les JO, c'est vraiment des millions de personnes qui vont arriver dans la même ville. C'est vraiment énorme. Faut se rendre compte quand on dit que... comment elle s'appelle déjà la mairesse de Paris Anne Hidalgo, merci. Quand on dit que Anne Hidalgo a sous-estimé la venue des JO à Paris, c'est qu'elle a vraiment sous-estimé. Elle sera pas prête pour les JO de Paris. Et elle est maire de Paris. Oui, elle est maire de Paris. De toute façon, elle l'a dit la semaine dernière, elle a dit on sera en retard sur 2 points, la sécurité et les transports. C'est ça. Elle est en retard sur tout. Non, mais ce qui est l'essentiel en fait finalement des JO. Et je pense qu'en France, donc avec le climat qu'on vit en ce moment, mais aussi les problèmes sécuritaires, parce que faut savoir tout ce qui est police, armée a fait une énorme vague de recrutement durant septembre jusqu'à décembre donc. Pour essayer de recruter donc des nouvelles recrues, sauf que ça n'a pas marché. Ils ont eu que 10% d'engagement autour de ce recrutement-là, que ce soit la police ou l'armée. Et il y a un vrai problème sécuritaire en France. Certes, ça va être plus ou moins réglé avec des entreprises privées, mais ça reste loin de ce qu'on peut avoir, quoi. Non, moi je suis pas d'accord, c'est pas qu'en France. Là, on l'aurait fait en Allemagne, on l'aurait fait en Norvège, on l'aurait fait partout dans le monde. Avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, il y a la guerre de partout. L'attentat, c'est de partout, c'est pas qu'en France. Le problème, il est le même de partout. Donc, on va pas s'arrêter de vivre de partout pour ça. Oui, mais après, alors, juste par rapport à ce que vous avez dit, je suis pas hyper calée sur le sujet, mais si en France, on n'a pas la sécurité nécessaire, pourquoi on accueille les JO ? Peut-être, je me trompe peut-être, qu'il y a des pays qui, eux, ont la sécurité nécessaire pour les... mais prenez vos précautions, les frérots. Il y a 10 ans que ça a été voté. Oui, mais si la France ne peut pas accueillir les JO, quel autre pays du monde peut les C'est accueillir ? ça. Il y a 10 ans, on pouvait. Mais pourquoi on ne pourrait pas aujourd'hui ? À cause du
Il y a 10 ans, on pouvait, parce que, et c'est pour ça qu'on l'a accepté. Dans tous les cas, je suis pas sûr que la France ne puisse ne pas accepter. C'est beaucoup trop, c'est un enjeu trop énorme pour ne pas accepter les JO en France. Mais avant, il y a 10 ans, on n'avait pas un problème sécuritaire aussi énorme. Il y avait pas, il y avait Vigipirate à l'époque, hein, en urgence attentat, mais on n'était pas à ce point-là. Moi, il y a un truc qui me choque, c'est que tu as dit, ils ont fait une campagne de candidature de septembre à décembre, alors que, comme tu dis, les JO, ça fait presque 10 ans qu'on sait que ça va être organisé. Et ils se disent, tiens, si en septembre 2023, on lançait une campagne de candidature pour sécuriser la population qui va venir pour les JO, à 6 mois des JO. Enfin, d'un moment... c'est des responsables politiques et on s'intéresse pas, on s'inquiète pas en 2023 de savoir si on va sécuriser un événement en 2024, en 2020, 2021, voire 2019. Non, mais après le truc de ça a été dit il y a 10 ans, il y a eu l'attentat de Toulouse qui était un gros attentat, plus l'école plus les militaires. Là, on n'a pas eu d'attentat aussi gros. Pour moi, la menace a été autant présente il y a 10 ans que maintenant. Ça fait depuis la présidence la menace terroriste, je parle. Ça fait depuis la présidence de François Hollande qu'on a des attentats en France qui se multiplient. Donc faut pas dire que c'est que maintenant. C'est hallucinant, on a 948 homicides par an en France, enregistrés en 2022, donc 3 par jour, effectivement. Je ne vais pas faire de tri entre ce que c'est, mais est-ce que c'est des homicides terroristes ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut affecter les JO ? Mais peu importe, terroriste ou pas terroriste, ça reste à dire que affecter les JO, parce que c'est deux choses différentes. Pour toi, par exemple, là, ce qui s'est passé à Crépol, ça peut pas affecter les JO ? Je sais pas. La mort de Thomas ? Je saurais pas te répondre. Toute personne qui a envie d'agresser, de toute façon, n'importe qui est sa cible. Donc, je veux dire que ça soit des terroristes. Le Bataclan, c'était à l'époque, c'était 2015. Oui, mais justement, il n'y a rien qui les a empêchés de faire, donc en fait, ça n'empêche personne. Et la cible était n'importe qui. Oui, mais bon. Donc en réalité, là, le climat d'insécurité, il est depuis tellement d'années que c'est pas en septembre 2023 qu'il faut s'inquiéter de savoir si est-ce que les JO vont être assez sécurisés. Et puis c'est pas encore moins la situation au Proche-Orient qui dit finalement on est un peu trop en insécurité. C'est pas nouveau, ça date des années. Pour le coup, à Marseille, on fait le rapprochement. Ici à Marseille, apparemment, c'est ce que dit Benoît Payan, qu'il serait prêt pour les JO en 2024, pour l'accueil notamment de la Flamme. Il a dit que le système sécuritaire devrait être opérationnel d'ici à 1 mois avant l'arrivée de la Flamme. Donc devrait. C'est pas pareil, à Marseille, ils vont accueillir la voile, les 3 matchs de foot, c'est tout. Non, mais c'est vrai, il n'y a rien à Marseille. Ce qui est grave, c'est de dire devrait, en fait. C'est ça que. Non, mais d'accord, mais je veux dire, ils ont dû s'en occuper quoi, il y a 6 mois ? Non, pour le coup, Benoît Payan, apparemment, ça a été une des figures, une des épées, j'ai envie de te dire, de son mandat, qui n'est pas vraiment son mandat finalement, hein, mais. Pourquoi ? Parce qu'il a été élu ? Non, justement. Mais ouais, il a dit que justement sa priorité au départ dans son mandat, ça a été aussi les JO 2024. C'est ce pourquoi il a changé toute la marina, qu'il a changé aujourd'hui, il a mis en place des CPJ, donc des centres de préparation au jeu, etc. Les amis, c'est bien. Autre sujet, mais alors là, plus, je dirais intrinsèque. Quand vous savez, par exemple, que le Qatar achète de l'immobilier en France, achète des équipes de foot, etc. À Paris, tu peux dire à Paris. Oui, à Paris. Le QSG, comme on l'appelle, et que finalement, de l'autre côté, finance le terrorisme au Moyen-Orient ou même dans les autres pays. Qu'est-ce que vous pensez de finalement ce climat ambiant qui réside en France et finalement aussi ces entités qui commencent à prendre un peu une mainmise sur notre territoire? Pour moi, on fait rentrer directement, on fait rentrer le terrorisme sur notre territoire, puisque finalement, on accepte le financement, c'est limite de la corruption, puisqu'on accepte le financement de personnes qui financent des organisations qui sont considérées comme terroristes en France. C'est-à-dire qu'autant il y a des pays qui ne considèrent pas le Hamas comme une organisation terroriste, mais la France considère le Hamas comme une organisation terroriste, mais accepte quand c'est pour financer ses équipes de foot. Enfin, moi, je trouve ça... C'est pas le même mot, je trouve ça. Mais après, pour leur défense, entre guillemets, ils financent. Ils ne sont pas eux-mêmes. Mais et alors, t'acceptes l'aide de quelqu'un
qui tue, enfin qui C'est ça. qui finance, L'argent n'a pas d'odeur. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. On accepte en gros l'aide de quelqu'un, d'une organisation, enfin, ou d'un pays. Bah pour moi, quand tu qui finance finances le terrorisme. quand tu finances le terrorisme, Tu cautionnes. tu cautionnes, t'es autant un terroriste. Oui. Tu vois, donc en fait, on accepte Indirectement, l'argent je comprends ce que tu veux dire. l'argent de terroristes. On accepte l'argent des gens qui ont permis de financer les attaques du 7 octobre, par exemple. C'est vrai. Alors que ça a été considéré comme le nouveau 11 septembre, tu vois, quand même. Ouais, mais de Enfin, l'autre côté, ouais, tu c'est vois, le 11 septembre il y a, israélien, hein. justement, on parle de ça. Israël, de l'autre côté, il y a eu une médiation avec qui? Il y a une médiation avec le Qatar. Parce qu'ils veulent, Oui, mais parce parce qu'ils que veulent pour la libération de positionner. leurs otages. Mais oui, mais parce Tu qu'ils peux pas veulent se tu peux pas positionner comme la. comparer. Écoute, c'est qu'ils veulent juste se racheter une image et qu'ils veulent se positionner comme la Suisse du Moyen-Orient. Et ça, tout le monde le sait, tous les analystes politiques, ils le savent. Oui, mais là, Et aujourd'hui, qui est le Qatar en France, ça dérange pour certains, je suis d'accord, au niveau de la morale, mais Oui. en termes enfin, Le flux financier. ouais, le flux financier en France ne permet pas de ne pas accepter Donc, c'est cette corrompu, manne-là puisque que le si Qatar t'as- leur si- ramène. Ok, donc si t'acceptes, parce que comment on dit, désespéré, on va dire, comme, je sais pas le mot que je vais employer, mais on va utiliser lui. T'es tellement désespéré que tu vas, que tu vas justement accepter finalement au final d'être dépendant d'un pays qui finance le terrorisme. Enfin, C'est moi, ça. pour moi. Si tu combats vraiment le terrorisme, tu combats le Qatar et tu es contre le Qatar. Mais ça fait Ouais, des voilà. années Et que t'acceptes la pas France, l'aide du Qatar. Ça fait des années que la Peut-être France que allait vous aux êtes dupes, abois. Peut-être que vous êtes dupes. Mais Regardez et Dubaï, alors et Oui, non, mais écologie. je le sais. Ouais. Non, mais est-ce que parce que Ah oui, ça fait la COP, longtemps, ça veut là-bas. dire qu'on l'excuse? Non, mais quand je dis que la France est aux abois, c'est-à-dire que n'importe quelle aide qui va venir de l'extérieur, si ça peut lui C'est être pas une bénéfique, excuse. oui, je dis pas que c'est une excuse, mais je dis Donc que. pour moi, très clairement, Ouais, tu fais alliance c'est avec le nouveau. terrorisme. Ouais, vu les propos de Macron. Et est-ce qu'on pourrait s'étonne plus de croire rien. que dans le sport, il y a un peu d'insécurité aussi? Par exemple, comme ce qui s'est passé avec Youssef Attal, le joueur de l'OGC Nice, qui avait appelé à un jour noir pour les juifs, etc. Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que dans le sport, on peut aussi se sentir, Bah, encore une sentir fois, cette insécurité? C'est Bah, partout, c'est même partout. sans antisémitisme, regarde demain, mercredi soir, ça rejoue le match de l'OM. Il y a plus les supporters de Lyon qui viennent. Ouais. Il y a 4 abrutis qui ont jeté des parpaings sur les bus des supporters et des joueurs. On a vu le visage de l'ancien entraîneur de Lyon. Mhm. Enfin, c'est honteux. Mais ça, même là, ce week-end, du coup, le week-end dernier, quand ça passera à la radio, un supporter de Nantes, à Nantes, Ouais, s'est fait pour tuer dernier. par un supporter de Nice. Non. Enfin, c'est un truc de Non. fou. Dans un VTC. Alors, si je peux me permettre, c'est un chauffeur VTC Ouais. qui a poignardé à mort un supporter Supporter nantais. Mais en fait, le contexte est un peu plus compliqué. Je dis pas ça excuse, mais un peu plus compliqué. Parce qu'en gros, les supporters niçois ont voulu. Les supporters nantais ont été amenés en direction. Non, pardon, excusez-moi. Les supporters niçois ont été amenés par des chauffeurs VTC au stade de la Beaujoire à Nantes. Et les Mais voilà, supporters donc, nantais ça et reste les quand même supporters nantais dans le sport. sont allés agresser les Voilà. voitures. Et du coup, il y en a un qui s'est senti un peu trop agressé. Il est sorti, il a pris son couteau. Oui, mais ça Et- part et- quand même d'un oui, sentiment d'accord, d'insécurité mais là- entre les supporters. Ok, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas des supporters entre eux qui se sont tapés dessus. C'est un chauffeur VTC qui était tellement choqué de voir la violence qui allait arriver sur lui. La violence. Que oui, non, mais je suis d'accord. Voilà, Mais je après, vois, voilà. Non, je ne défends pas, je Oui, rectifie ok. juste parce que Ok. les faits ne sont pas réellement. C'est pas un Niçois et un Nantais qui se sont tapés dessus et qu'il y en a un qui est mort. C'est un chauffeur VTC qui est allé poignarder un Niçois parce qu'il a eu peur de voir autant de violence qui arrive vers lui et du coup il l'a pris ce qu'il avait sous la main ou du moins ce qu'il avait dans sa voiture et voilà. Ça Et- peut tous nous C'est- arriver. et s'il a pris un couteau, s'il avait un couteau dans sa voiture, on peut aussi se poser la question. Je ne le Pourquoi connais il pas avait un personnellement, couteau dans mais sa voiture pourquoi avait-il un couteau? Peut-être qu'aujourd'hui, les Français en règle générale, je parle pas que des gens, que des femmes ou des hommes ou que des juifs ou des chrétiens ou des musulmans. Je dis n'importe qui aujourd'hui se sent tellement en insécurité que je connais des personnes qui ont des choses sur eux au cas où ils ont un problème pour pouvoir se défendre. Alors que la table a quelque chose pour se défendre s'il se fait agresser, toi Nathan? Ouais, moi qui Tu me vas sens pas forcément en insécurité, j'ai une gazeuse. Ok. moi non, parce que- Légale, hein, attention. C'est légal. moi, Bien sûr. Si, c'est Moi- une. Comment on appelle ça? moi non, Oui, au parce poivre. que j'aurais peur de pas m'en servir, de pas savoir m'en servir. Faut essayer une fois. Mais justement, moi, mon père, il voulait m'en acheter une. Mon père, il voulait m'en acheter une, mais il faudrait que j'apprenne à m'en servir. J'ai un peu la flemme. Mais oui, il faudrait que j'en. Enfin, mon père me dit tout le temps quand je sors, il faudrait que tu aies quelque chose sur toi, quoi. Enfin, On trouvera bien un cobaye pour essayer. Mais ça montre qu'on revient au sujet précédent, à dire que aujourd'hui on veut se défendre nous,
parce que la justice ne fait plus son travail. Donc en fait, ça revient à dire que aujourd'hui, on est face à nous-mêmes pour pouvoir rétablir la justice, quoi. Moi, je trouve qu'on a beaucoup parlé. On a parlé d'insécurité. On a parlé du après de la justice. On a parlé de l'insécurité. Est-ce qu'on sent l'insécurité, le sport, machin et tous les JO. Mais je pense que si on définit pas la base, pourquoi il y a de l'insécurité, on pourra pas régler le problème, ça c'est sûr. Va au fond de ta pensée. Tu veux au fond de ta pensée, on va refaire un débat là. Je pense qu'on sera pas d'accord, mais il y a des bases. Il y a l'éducation, il y a certaines populations, il y a l'immigration qui rentre en jeu, mais ça on a déjà fait ces débats-là. Je pense que tant que tout le monde ne condamnera pas ça, ne posera pas les bons mots sur les raisons de cette insécurité, on pourra pas régler. Déjà, de toute façon, ça va être compliqué que tout le monde disent ce qui se passe réellement, vu que y en a qui font de l'électorat du clientélisme. C'est un problème. Moi, je vous propose une ouverture aussi. Et comment on peut parler de la justice quand le ministre de la Justice passe devant les tribunaux? Ça sera le sujet d'un prochain débat peut-être. Ouais. Merci les amis pour ce débat. Insécurité en France, c'était important de le traiter autour de cette table. Et on a appris plein de choses. Et si ça vous dérange pas que je conclue le débat, voilà, on a appris plein de choses et surtout des stats assez effrayantes et des propos aussi assez effrayants. Donc merci les amis pour cette honnêteté, cette transparence, et je vous propose qu'on passe immédiatement à la minute santé. La minute santé. Dyspraxie, ce mot qui nous paraît quand même compliqué, mais que tu vas nous expliquer simplement, Ruben. Nous t'écoutons. Avec grand plaisir. Du coup, aujourd'hui, je vais parler de tout sauf de dyspraxie, parce que je vais laisser ce sujet à la semaine prochaine, évidemment. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, en tout cas vraiment à moi et non pas à Noah, car on va parler d'un sujet qui touche nos yeux. Parce que je suis à la fois myope et astigmate, je vois que dalle. Tu as vraiment toutes les qualités, Ruben. Vraiment, c'est incroyable. Donc en gros, je vois rien. Et donc c'est un sujet important pour moi, mais c'est aussi un sujet important pour 30% des enfants et adolescents français qui sont également myopes. Donc aujourd'hui, on va parler de problèmes de vue et surtout de solutions à ces problèmes. Une des dernières en date, l'orthokératologie. Donc c'est un mot un peu compliqué. Quel rapport avec la dyspraxie ? Justement, c'est un sujet que je traiterai la semaine prochaine, encore une fois. Mais ne t'inquiète pas. Du coup, l'orthokératologie, qui est un mot un peu long, un peu compliqué, mais je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Donc, l'orthokératologie, ça serait une solution apparemment pour éviter, du coup, de porter des lunettes ou des lentilles. Donc, cette méthode consiste en quoi ? Donc, ça consiste, en gros, à porter un type spécial de lentilles, mais uniquement la nuit. D'accord ? Donc, ces lentilles vont remodeler la cornée. Vous savez tout ce que c'est la cornée ? Voilà, très bien. Donc la cornée, ça va remodeler la cornée pendant notre sommeil pour corriger ses défauts visuels et en gros éviter d'avoir besoin de porter des lunettes en journée. Donc pour les myopes, par exemple, ce qui va se passer, donc un myope en règle générale, c'est quoi son problème en réalité ? C'est que la cornée, elle est trop bombée, d'accord ? Donc ça fait trop converger les rayons lumineux, ce qui fait que pour rétablir tout ça, on a besoin d'aplatir cette cornée. Donc, encore une fois, la cornée dans le cas des myopes, elle est trop bombée par rapport à un sujet hémétrope. Hémétrope, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un sujet qui n'a pas de problème de vue. Et du coup, les lentilles, qu'on va mettre seulement la nuit, vont venir aplatir cette cornée. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, l'avantage principal de cette méthode, c'est que du coup, on n'aura plus besoin de mettre des lunettes ou des lentilles en journée. Donc, déjà, c'est assez pratique, mais surtout aussi, il n'y a plus de vol, plus de casse, ou même plus besoin de dépenser réellement à chaque fois. Un autre avantage, qu'est-ce que c'est ? C'est que ça va permettre de freiner l'évolution de la myopie, en fait. Donc ça freine l'évolution de la myopie et aussi certaines de ses complications. Donc cette méthode peut être adaptée à des enfants dès l'âge de 7 ans. Donc chers parents qui nous écoutez et qui avaient peut-être des enfants myopes, pensez à ces lentilles la prochaine fois, ça pourrait vous être d'une grande utilité. Bravo. Kératologie, est-ce que ça a un rapport avec la kératine ? Ouais. Oui. Kératite. Non, quand tu mets it, ça veut dire inflammation. Et donc kératine. Oui. Ok. Il n'y a pas qu'en les cheveux, kératine, on a ça de partout. Alors il doit en avoir beaucoup, Eden, dans ses cheveux. Moi, je connais des gens qui, en fait, vont être emmerdés par ta chronique parce que je connais des gens qui portent des lunettes, mais uniquement pour le style. Ils ont même pas de verre. Tu sais, ils veulent juste faire beau gosse. Voilà, j'embrasse Mehdi qui doit nous écouter et Monsieur Atlan également. Futur gueux, peut-être. Futur gueux.
toujours mieux que les précédents. Je vous propose immédiatement, chers amis, de passer à la minute coup de cœur. La minute coup de cœur. Noah, tu as décidé de ne pas nous parler de la dyspraxie. Non. Et tu as intitulé ta minute « À la recherche de Jeanne Oui. Alors, À la recherche de Jeanne, c'est une BD sous forme de roman graphique qui a été écrit par une certaine Zazie Tavissian. Donc, c'est une journaliste qui est spécialisée dans l'alimentation. Et les dessins de cette BD sont réalisés par Caroline Perron, qui est une dessinatrice et illustratrice. Alors, déjà, il faut savoir que pour Zazie, la cuisine, c'est un moyen merveilleux d'aborder les nombreux sujets allant des enjeux sociétaux aux histoires intimes de famille. Du coup, vous allez me demander quel est le lien avec la BD et surtout, qui est Jeanne ? Alors pour Zazie, Jeanne, c'est son arrière-grand-mère, mais c'est également une femme qui a été déportée dans le camp de Sobibor en 1943 à l'âge de 58 ans. Et donc, À la recherche de Jeanne, ça raconte une enquête familiale, qui démarre lorsque la cousine de Zazie, qui vit en Israël, lui dit avoir retrouvé le livre de recettes de Jeanne. La BD... Dans la famille, tout le monde connaît Jeanne, mais personne n'en parle. Elle est considérée comme la figure de la déportée, et Zazie le dit. D'elle, on ne se transmettait que ça, alors qu'elle a eu une vie avant sa déportation. Donc cette BD, elle raconte une enquête qui est menée par Zazie sur Jeanne, qui va mélanger plusieurs registres. Des fois, on a le carnet de voyage, le récit de mémoire familiale, mais surtout les livres de recettes, parce que c'est le fil rouge de tout ça, puisque Zazie va aller récupérer le livre de recettes de Jeanne, et c'est grâce à ça qu'elle va retracer son histoire. Donc c'est un parcours de recette en recette, de souvenir en souvenir, qui reconnecte toute la famille à ce passé, à Jeanne, et qui lui permet de la faire exister à nouveau. Donc moi, c'est mon coup de cœur parce que j'ai adoré la façon du coup que Zazie a eu de nous faire découvrir Jeanne autrement. Donc comme je l'ai dit plus tôt, elle l'a fait exister et c'est à travers ses recettes. Et ça lui permet aussi du coup de ne plus avoir juste le visage de la déportée de la famille, mais vraiment de savoir qui réellement était Jeanne. Et c'est aussi mon coup de cœur parce qu'en fait, c'est Mamie Hélène, ma grand-mère, qui m'a donné ce livre en m'expliquant qu'elle était liée à notre famille. Et j'ai découvert que je suis une petite cousine de Zazie et que Jeanne était une de mes arrière-grandes-tantes. Donc la BD, elle vient en fait à la base d'un podcast qui est disponible sur Binge Audio. Vous tapez juste À la recherche de Jeanne sur Internet podcast, vous allez tomber dessus, c'est totalement gratuit. Ça, c'est pour ceux qui ont un peu la flemme de lire. Et pour ceux qui aiment bien lire, la BD est géniale, c'est facile à lire et les dessins nous plongent vraiment dans l'univers. Et c'est tout pour moi. Bravo. Je vais faire une photo avec la BD. Bravo. Fort. Non, mais comme ça, c'est pour le... Très sympa. Je pense que ça nous a donné envie effectivement de lire, d'écouter, de cuisiner aussi. Et en plus, je crois qu'en vrai, on a tous les mots réunis pour juste traiter la famille juive dans son sens très très large. Donc, trop cool. Merci Noah pour cette minute coup de cœur. Et je vous propose qu'on reste dans la nourriture pour passer à la minute food. La minute food. Minute food. Eva, tu as décidé de ramener la nourriture à une religion. Alors là, tu nous laisses perplexes. Oui. Le sujet de cette minute, le croissant juif. Explication. En fait, ça fait 2 semaines que je suis un peu méchante avec les Ashkénazes. Parce qu'en fait, à chaque fois, je dis qu'ils font des trucs mauvais, mais à chaque fois, je prends leurs recettes à eux. Ce soir, on va parler des rugelach. Je sais pas si vous connaissez. Ah ouais. Rugelach. En fait, c'est un mot très... Rugelach. Ouais, c'est très difficile à prononcer. Il y a plein de... Voilà. C'est des gâteaux que personne mange sauf les Ashké, du coup. Ouais. Laisse-moi faire ma chronique, s'il te plaît. Alors déjà, c'est un gâteau dans lequel on met du chocolat normalement. Et en général, on aime ces gâteaux-là parce que c'est les seuls gâteaux qu'on nous apporte à la sortie d'école. Donc c'est les seuls gâteaux qu'on mange en fait, finalement. Ouais. C'est un petit croissant qui a un nom yiddish. On appelle ça rogal en polonais. Ou alors kipfel en autrichien. Et ça a voyagé avec les immigrants qui étaient en provenance d'Hongrie, d'Autriche, de Pologne et d'autres pays voisins. Ensuite, ça a été introduit en Amérique et en Israël. Et il y a plein de façons de les cuisiner. Donc moi, je vais vous présenter la façon la plus commune de les cuisiner.
En général, c'est fait avec une pâte levée qui s'appelle en hébreu Batzek Shemarim. Et c'est une texture un peu plus moelleuse comme une brioche. Alors, on a besoin de 500 g de farine, un sachet de levure, 250 ml de lait, 100 g de sucre, 150 g de beurre, une pincée de sel. Et en général, on choisit la garniture qu'on veut, noix, confiture, chocolat. Et pour le reste de la recette, vous pouvez regarder sur Internet parce que j'ai pas le reste. Voilà. Et moi, souvent, je les ai mangés, mais avec un truc pas bon dedans, c'est la cannelle. C'est pas très bon. Avec la cannelle. C'est salade ou quoi? C'est hyper bon, la cannelle. C'est Oui, très mais israélien. dans ceux-là, c'est pas très bon parce qu'en fait, la pâte, là, je t'ai donné la recette avec le pain brioché, mais en général, c'est pas très moelleux comme Non, gâteau. c'est très dur. Ouais. C'est très Et compact. avec de la cannelle, c'est pas très bon. Et c'est vraiment les gâteaux au cachère que personne n'achète. Tu sais, c'est l'étagère qui est tout le temps remplie. Voilà. Mais Et c'est d'ailleurs, très ils bon sont de périmés base. depuis 3 ans. C'est ça. Ouais. Mais Bon, en c'est tout très cas, bon en soi. Bravo pour cette minute faune. Que d'originalité dans cette émission. Bravo les amis. Bravo. Non, on fera un débat à HK, Séfarade, peut-être en fin, avant les vacances, etc. Je suis un hybride, moi. Ouais, ben tu vas prendre cher. Ah, mais moi je suis HK de mon père et Sfarad, mais j'ai toujours été. Super. Bah, on fera une émission sur toi si tu veux. Non, bah non. Allez, Non, vraiment pas. passons immédiatement à la minute e-sport. La minute e-sport. Rendez-vous incontournable de nos émissions hebdomadaires, une minute, alors qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans cette radio. Hein. Peut-être qu'il va falloir créer une chronique dans cette radio, une pourquoi émission, pas. une rubrique. Minute e-sport. Nathan, tu as décidé de nous parler d'un ballon rond, Ouais, le football. oui. Alors, il n'y a pas d'erreur de rubrique pour le coup. C'est un fan de jeux vidéo très présent sur la plateforme Twitch depuis des années, et notamment avec sa retraite sportive forcée en 2021. L'ancien footballeur international argentin Sergio Agüero, icône de l'Atlético de Madrid ou encore Manchester City, avait créé en 2020 donc son propre club de sport électronique Crew eSport. Après 3 ans d'existence, il a officialisé il y a 1 mois l'arrivée en tant que copropriétaire d'un ami de longue date, et pas n'importe lequel, Lionel Messi. On ne peut pas parler du coup de reconversion, puisque Lionel Messi est toujours joueur de football, mais à l'avenir, il dédiera un peu de son temps aux jeux vidéo et à la compétition. Aucun détail sur l'implication concrète du champion du monde et récent octuple Ballon d'Or dans son club désormais n'a été donné dans la courte vidéo d'annonce où il n'apparaît que furtivement, ou encore le communiqué. Mais surtout, Crew a plusieurs fois évoqué une expansion sur de nouveaux jeux. L'arrivée du copropriétaire comme Messi pourrait ainsi donc accélérer la croissance de l'équipe e-sport. Mais il y a des athlètes aussi de façon générale qui s'associent ou même créent des structures e-sport en plus global. C'est quelque chose qu'on voit depuis plusieurs années maintenant. Dans le monde du football, on a donc l'exemple aussi de Piqué, ancien joueur du FC Barcelone, qui s'est associé au créateur de contenu espagnol très populaire sur internet eBay au sein de l'équipe Koi. Il y a aussi David Beckham qui lui est copropriétaire de l'équipe Guild eSport, qui est une équipe britannique. Mais il y a aussi côté français Antoine Griezmann et son frère Théo qui ont créé aussi leur club qui s'appelait Grizzly eSport, qui a fermé depuis avec comment on appelle ça, le Covid. Un mélange donc entre le sport et l'e-sport qui se fait de plus en plus naturellement, de quoi ravir du coup les fans de ballon rond mais aussi de manettes. Bravo. J'étais persuadé qu'en plus, quand on parlait foot, machin, que tu allais nous parler en fait de la nouvelle saison de Fortnite. Parce que Griezmann, c'est un fan inconditionnel, il ne fait que jouer à ce jeu-là. Mais non. Ils viennent de sortir. Pourquoi on parle de Fortnite ? Parce que c'est quand même le jeu qui a révolutionné le jeu vidéo, avec quand même un jeu gratuit, mais qui arrive à dégager des millions et des millions de dollars par mois. Rien qu'avec l'achat inclus. C'est ça, c'est eux qui ont vraiment démocratisé l'achat in-game, ce qu'on appelle, donc l'achat dans le jeu. Mais si tu veux, on pourra en parler la semaine prochaine un petit peu plus dans la Minute e-sport. Bien évidemment. Merci les amis pour ces minutes bien préparées. Je dois le dire, cette semaine, bravo les amis. Pas de minute promo les amis, je vous propose de se retrouver la semaine prochaine. Bien évidemment, vous retrouvez cette émission tous les dimanches à 17h en live sur Radio JM, mais bien évidemment sur YouTube et Spotify. Vous pouvez retrouver les informations aussi sur Instagram, Radio Jeunesse Marseille by Noé. Et les amis, à la semaine prochaine. Okay.